Je m'appelle Amélie, j'ai 35 ans, et je n'aurais jamais imaginé que ma belle-mère, Élise, puisse briser le cœur de ma fille Zoé d'une manière aussi cruelle. Lorsqu'Élise est venue vivre avec nous à Lyon il y a 2 ans, j'ai essayé de l'accueillir chaleureusement, malgré ses remarques subtilement blessantes. Mais lors de la fête commune pour les 13 ans de Zoé et de ses cousins, Élise a révélé ses véritables sentiments. Une seule phrase dévastatrice a laissé ma fille en larmes, une phrase qui m'a finalement poussé à prendre la décision la plus difficile pour le bien-être de notre famille. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi d'où vous nous regardez dans les commentaires et abonnez-vous si vous voulez en savoir plus sur la défense de ceux qu'on aime. Mon mari, Julien, et moi sommes mariés depuis 15 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université à la Sorbonne et nous sommes tombés amoureux rapidement. Ensemble, nous avons construit notre vie à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, connu pour son ambiance artistique et son charme. Julien, 37 ans, est un professeur de sciences dévoué dans un lycée local, passant des heures supplémentaires à aider les élèves en difficulté avec des concepts complexes. Il est patient, gentil et souvent celui qui apaise les conflits. Notre fille, Zoé, a 13 ans, une âme créative qui se perd dans ses carnets de croquis et écrit des histoires qui me font monter les larmes aux yeux de fierté. Ses professeurs louent constamment son imagination et ses talents artistiques. Zoé est sensible, prenant les critiques à cœur, mais elle possède aussi une force tranquille qui me rappelle moi-même à son âge. Julien a grandi fils unique jusqu'à ce que son père se remarie quand il avait 12 ans, lui donnant un demi-frère, Thierry. Bien qu'élevés dans des foyers séparés, Julien et Thierry ont maintenu une relation correcte au fil des années. Thierry est aujourd'hui marié à Héloïse et ils ont des jumeaux de 14 ans, Lucas et Ava. Les jumeaux fréquentent un lycée privé à l'autre bout de la ville et participent à de nombreuses activités extrascolaires dont Thierry et Héloïse partagent fièrement les exploits sur les réseaux sociaux. Élise, ma belle-mère, est devenue veuve il y a 3 ans après le décès soudain de son mari d'une crise cardiaque. Après avoir vendu sa maison pour régler des dettes médicales, elle a invoqué des difficultés financières et a eu besoin d'un endroit où vivre. Julien a immédiatement proposé notre maison et bien que j'ai eu des réticences, j'ai accepté. La famille aide la famille, n'est-ce pas? Nous avons rénové la chambre d'amis avec une nouvelle peinture, des rideaux élégants et des meubles confortables pour qu'Élise se sente chez elle. Nous avons adapté nos routines, nos menus et même nos projets de week-end pour l'accommoder. Notre maison est une demeure modeste de 2 étages dans un quartier résidentiel de Lyon, avec 4 chambres, un jardin spacieux et un garage transformé en mon bureau. Je travaille à mi-temps comme graphiste indépendante, prenant des projets qui me permettent d'être à la maison lorsque Zoé rentre de l'école. Ce n'est pas un château, mais nous l'avons rendue chaleureuse et remplie d'amour. Les premiers signes du favoritisme d'Élise sont apparus quelques mois après son arrivée. Quand Thierry amenait les jumeaux pour les dîners du dimanche, Élise gardait des friandises spéciales pour Lucas et Ava, mais oubliait systématiquement Zoé. Elle se souvenait de chaque détail des événements scolaires des jumeaux, mais prétendait oublier lorsque Zoé mentionnait son exposition artistique ou son concours d'écriture. Ces petites choses semblaient anodines, faciles à ignorer, mais elles formaient un schéma de plus en plus difficile à nier. Zoé faisait tant d'efforts pour tisser un lien avec sa grand-mère. Elle lui montrait ses dessins, espérant un compliment ou une simple reconnaissance. « Mamie, regarde ce que j'ai peint en cours d'art plastique », disait-elle, tenant une aquarelle qui témoignait d'un talent remarquable pour son âge. Élise levait à peine les yeux de son téléphone, murmurait un « C'est joli, ma chère » et retournait à son écran. Mais quand Lucas présentait son projet pour la foire scientifique ou qu'Ava parlait de son récital de danse, le visage d'Élise s'illuminait d'un intérêt sincère. « Raconte-moi tout », disait-elle, leur accordant toute son attention. J'ai essayé d'aborder le sujet subtilement avec Julien à plusieurs reprises. « As-tu remarqué que ta mère traite les enfants différemment ?» demandai-je après qu'Élise s'était retirée dans sa chambre. Julien soupirait, passant une main dans ses cheveux. « Maman s'adapte encore à vivre avec nous. Elle finira par s'ouvrir, répondait-il. Ou encore, tu te fais trop d'idées. Maman se connecte plus facilement avec les jumeaux parce qu'ils aiment le sport, comme papa.
Je laissais tomber, ne voulant pas créer de tension, mais un nœud dans mon estomac se resserrait à chaque excuse. Financièrement, nous étions à l'aise mais prudents. Le salaire d'enseignant de Julien et mes revenus de pigiste suffisaient à nos besoins, mais après avoir aidé Élise à s'installer et couvert certaines de ses dépenses courantes, nos économies avaient diminué. Nous n'étions pas en difficulté, mais les achats extravagants nécessitaient une planification. Élise contribuait peu aux frais de la maison, affirmant que sa pension à peine suffisait pour ses besoins personnels et ses médicaments. Nous n'avons jamais demandé à voir ses relevés bancaires, lui faisant confiance par respect. Thierry et Héloïse, en revanche, occupaient des emplois bien rémunérés dans des entreprises. Ils vivaient dans un quartier huppé de Lyon, partaient en vacances luxueuses et n'hésitaient pas à acheter les derniers gadgets ou vêtements de marque pour les jumeaux. Je ne leur enviais pas leur succès, mais je remarquais parfois Élise faisant des comparaisons qui laissaient Zoé se sentir inférieure. Lucas et Ava partent en Italie cet été, annonçait-elle à table. N'est-ce pas merveilleux que Thierry puisse offrir de telles expériences culturelles à ses enfants? L'insinuation que nous échouions à offrir les mêmes opportunités à Zoé planait, implicite mais pesante. Malgré ces tensions sous-jacentes, nous maintenions des réunions familiales régulières, dîners mensuels, fêtes de Noël, visites informelles le week-end. Thierry et Héloïse étaient assez agréables, bien qu'absorbés par leur propre réussite, et les jumeaux étaient des adolescents typiques, plongés dans leur téléphone et leurs drames amicaux. Zoé se sentait souvent éclipsée lors de ces rassemblements, mais trouvait des coins tranquilles pour dessiner ou lire, essayant parfois de discuter avec ses cousins, avec un succès mitigé. Alors que le séjour d'Élise se prolongeait, passant de mois en années, cette dynamique est devenue notre nouvelle normalité. J'ai appris à protéger Zoé des comparaisons les plus blessantes. Julien continuait à excuser le comportement de sa mère, et Élise s'est installée confortablement dans son rôle de matriarche, dictant subtilement la température émotionnelle de notre foyer. L'équilibre fragile que nous maintenions était précaire, mais je croyais que nous pouvions le gérer, par respect pour Julien et les liens familiaux. Je n'avais aucune idée qu'une simple fête d'anniversaire briserait cet équilibre et nous forcerait à affronter une vérité que nous évitions. Par coïncidence, Zoé et les jumeaux avaient leurs anniversaires le même mois. Zoé le 10, Lucas et Ava le 25. Pendant des années, nous avions célébré séparément, mais cette année, avec les 3 enfants atteignant 13 ans, Élise a suggéré une fête commune. Ce serait tellement plus pratique, a-t-elle dit un soir en débarrassant la table. Et les enfants entrent dans l'adolescence, ça devrait être spécial. Julien a trouvé l'idée excellente, et même moi, je devais admettre les avantages pratiques. Une seule salle, un seul gâteau, une seule décoration, et toute la famille réunie sans jongler avec plusieurs week-ends. J'ai pris en charge l'organisation, réservant une salle communale près de chez nous pour le samedi, entre les dates d'anniversaire. J'ai commandé un gâteau personnalisé à 3 étages, avec des saveurs différentes pour chaque enfant, chocolat pour Zoé, vanille pour Lucas et velours rouge pour Eva. J'ai conçu et envoyé des invitations numériques à la famille, aux amis et aux camarades de classe. J'ai même créé un document en ligne partagé où nous pouvions tous proposer des idées pour les activités et la nourriture. Thierry et Héloïse ont accepté de s'occuper des boissons et des photos, tandis que Julien s'est porté volontaire pour gérer les jeux et la musique. Zoé était particulièrement excitée à l'idée de devenir enfin une vraie adolescente. Elle attendait ce moment depuis des mois. « Maman, quand j'aurai 13 ans, est-ce que je pourrai redécorer ma chambre ? Plus rien de puéril », m'a-t-elle demandé un matin en se préparant pour l'école. J'ai accepté, et nous avons passé des soirées à regarder des échantillons de peinture et à chercher des meubles abordables pour transformer son espace. Elle a aussi mentionné avoir besoin d'un nouveau téléphone car l'ancien était à peine fonctionnel, avec un écran fissuré et une batterie qui se vidait avant midi. Ce n'était pas une demande frivole, mais une nécessité pour ses projets de scolaire et pour rester en contact avec ses amis. 2 semaines avant la fête, j'ai emmené Élise acheter des décorations. Nous comparions les prix des guirlandes et des ballons quand elle a soudain regardé sa montre et dit « Je dois faire une course rapide. On se retrouve au café dans 1 heure. » Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que, plus tard dans l'après-midi,
Je l'entends parler au téléphone avec Thierry. Oui, je les ai pris tous les deux. Le dernier modèle, comme on en avait discuté. Ils vont être tellement surpris, a-t-elle dit à voix basse, ce qui a immédiatement éveillé ma curiosité. Lorsqu'elle m'a vu dans l'embrasure de la porte, elle a vite raccroché. Juste des détails pour l'anniversaire avec Thierry, a-t-elle expliqué avec un geste désinvolte. Ce soir-là, pendant le dîner, Zoé a partagé sa liste de souhaits pour son anniversaire. J'aimerais vraiment des nouveaux crayons de couleur professionnels, ceux qu'on a vus à la boutique d'art, et peut-être des livres. Elle a hésité avant d'ajouter « Je sais que c'est cher, mais mon téléphone est vraiment en fin de vie. Même un modèle de base serait génial. » Elle a regardé autour de la table pleine d'espoir, surtout vers sa grand-mère. Élise a à peine levé les yeux de son assiette. « Des fournitures d'art, c'est mignon », a-t-elle dit platement. Mais quelques minutes plus tard, quand Julien a mentionné l'anniversaire des jumeaux, elle s'est animée. Qu'est-ce que Lucas et Ava espèrent à cette année? Toujours fans de jeux vidéo? Ou peut-être quelque chose de plus mature maintenant qu'ils ont 13 ans? L'enthousiasme dans sa voix était indéniable, et j'ai vu le visage de Zoé s'assombrir légèrement avant qu'elle ne masque sa déception. Julien avait pris des heures supplémentaires pendant l'été pour pouvoir offrir de beaux cadeaux à Zoé. « Je veux lui offrir ce téléphone », m'a-t-il dit tard un soir après que Zoé était montée se coucher. « Elle le mérite et elle en a vraiment besoin pour l'école. » J'étais d'accord, même si je m'inquiétais du coût. Nous mettions un peu d'argent de côté chaque mois, et avec l'argent des cours d'été, nous pouvions y arriver, même si c'était juste. J'ai pris un café avec mon amie Rachel, à qui j'ai confié la situation avec Élise. C'est comme si elle ne voyait pas Zoé du tout, ai-je dit. Ou pire, comme si elle avait décidé que Zoé était moins digne d'attention que les jumeaux. Rachel, qui avait eu des problèmes similaires avec ses beaux-parents, m'a suggéré de commencer à documenter son comportement. Pas pour créer un drame, a-t-elle précisé, mais pour avoir des exemples concrets quand tu parleras à Julien. Parfois, les gens ne voient pas les schémas tant qu'on ne les met pas sous leurs yeux. Le week-end avant la fête, Zoé et moi avons passé une matinée à faire des biscuits pour sa classe. En mélangeant les ingrédients, elle m'a confié « Tu penses que mamie aimera la carte de remerciement que je lui ai faite ?» J'ai passé du temps sur les détails. Son regard plein d'espoir m'a brisé le cœur. Malgré des années de rejet subtil, elle essayait encore de gagner l'approbation d'Élise. « Elle est magnifique, ma chérie. » N'importe qui serait chanceux de recevoir une carte aussi attentionnée, ai-je répondu, évitant soigneusement de promettre une réaction d'Élise. Pendant ce temps, Élise devenait de plus en plus secrète, recevant des colis qu'elle emportait rapidement dans sa chambre. Lorsqu'on lui posait des questions, elle disait que c'était des objets personnels ou des choses que Thierry lui avait demandé de garder. Elle prenait des appels privés dans sa chambre ou sur la terrasse, les interrompant abruptement si quelqu'un s'approchait. Son comportement me semblait étrange. Mais avec la planification de la fête qui occupait mon attention, je n'ai pas insisté. La veille de la fête, Élise a dominé la conversation avec des histoires sur les jumeaux. Lucas a été sélectionné dans l'équipe de foot senior en première année, vous y croyez? Et le professeur de danse d'Ava dit qu'elle pourrait auditionner pour un programme d'été prestigieux à Paris. Elle continuait, ignorant presque la mention discrète de Zoé sur sa dernière réussite. Une de ses œuvres avait été choisie pour être exposée dans le hall de l'école. J'ai remarqué que Zoé jouait avec sa nourriture, son appétit diminuait, mais quand nos regards se sont croisés, elle a forcé un sourire. J'ai voulu réorienter la conversation pour donner à Zoé l'espace de partager ses nouvelles, mais Élise écrasait chaque tentative. La veille de la fête, ce fut une journée frénétique. Julien et moi avons pris l'après-midi pour décorer la salle communale. Zoé est venue directement de l'école pour aider, arrangeant soigneusement l'exposition de photos que j'avais créée, montrant les 3 enfants grandissant au fil des années. Élise est arrivée en retard, portant plusieurs sacs qu'elle a déposés dans une pièce à l'arrière sans explication. « Juste quelques surprises de dernière minute », a-t-elle dit quand j'ai demandé. Thierry et Héloïse sont passés brièvement pour vérifier l'installation, les jumeaux les suivant, les yeux rivés sur leur téléphone, sauf quand Élise les a appelés pour des câlins et des exclamations sur leur croissance. En rentrant ce soir-là, épuisés mais satisfaits de nos préparatifs,
Zoé regardait par la fenêtre avec une expression rêveuse. « Demain va être le plus beau jour de ma vie », a-t-elle dit, avec une attente si innocente que j'ai serré sa main. Si seulement j'avais su ce qu'Élise avait prévu, j'aurais peut-être pu préparer Zoé ou empêcher le chagrin à venir. Mais à ce moment-là, je partageais l'optimisme de ma fille et j'avais hâte de célébrer cette étape avec la famille et les amis qui l'aimaient. Le matin de la fête était lumineux et clair, un samedi de septembre parfait. Zoé était debout tôt, trop excitée pour dormir. Elle avait soigneusement choisi sa tenue la veille, une robe turquoise qui faisait ressortir le bleu de ses yeux, des baskets argentées et le collier en forme de cœur que Julien et moi lui avions offert pour son véritable anniversaire plus tôt dans la semaine. Elle a passé du temps à se coiffer, essayant une nouvelle tresse apprise sur une vidéo en ligne. « Comment je suis, maman ?» a-t-elle demandé en tournoyant devant moi. « Absolument magnifique », ai-je répondu sincèrement. Tout à fait une adolescente maintenant. Nous sommes arrivés à la salle communale 1 heure avant l'arrivée des invités. Julien a commencé à installer le système sonore, tandis que Zoé et moi mettions les touches finales aux décorations. Nous avions transformé la salle ordinaire en un espace festif, avec des ballons bleus, violets et argentés, des guirlandes lumineuses scintillantes et 3 grands panneaux affichant des photos de chaque enfant célébré. Une longue table accueillait les cadeaux emballés de notre famille proche, attendant la cérémonie d'ouverture des cadeaux. Thierry et Héloïse sont arrivés avec les jumeaux à 14 heures précises. Lucas et Ava portèrent des tenues coordonnées qui, je le soupçonnais, coûtaient plus cher que tout notre budget pour la fête. Élise s'est immédiatement occupée d'eux, ajustant le col de Lucas et complimentant les chaussures de marque d'Ava. Zoé s'est approchée avec un sourire timide, espérant visiblement une attention similaire, mais Élise s'est contentée de hocher la tête dans sa direction avant de se tourner à nouveau vers les jumeaux. J'ai vu la douleur traverser le visage de Zoé avant qu'elle ne se ressaisisse pour saluer ses cousins. Bientôt, la salle était remplie de rires et de conversations d'adolescents. Nous avions invité des camarades de classe des 3 enfants, des voisins et des membres de la famille élargie, soit environ 40 personnes. Les activités prévues par Julien étaient un succès. Un photomaton avec des accessoires amusants, un karaoké et plusieurs zones de jeu où les ados se regroupaient. Zoé passait d'un groupe d'amis à l'autre, sa nervosité initiale laissant place à un plaisir sincère. J'ai croisé le regard de Julien de l'autre côté de la salle et nous avons partagé un sourire de soulagement. Malgré la tension sous-jacente avec Élise, la fête se déroulait bien. La table de nourriture proposait des options adaptées aux adolescents. Mini-burgers, un bar à nachos personnalisable, des brochettes de fruits et une variété de desserts à grignoter, en plus du gâteau. Élise avait insisté pour apporter ses œufs mimosa, bien que je savais que les enfants n'y toucheraient pas. Comme prévu, les œufs sont restés intacts, tandis que les autres plats disparaissaient rapidement. À 16h30, l'heure de la cérémonie du gâteau est arrivée. Le gâteau à 3 étages a été dévoilé, avec 13 bougies sur chaque niveau, scintillant chaleureusement. La foule s'est rassemblée, téléphone levé pour capturer l'instant. Zoé, Lucas et Ava se tenaient côte à côte derrière le gâteau, Zoé au centre, car c'était son anniversaire le plus proche de la date de la fête. « Faites un vœu », ai-je encouragé après que tout le monde eut fini de chanter. Les 3 adolescents ont échangé des regards, pris une grande inspiration et soufflé leurs bougies à l'unisson. Les applaudissements et les cris de joie ont éclaté pendant que Julien commençait à couper et distribuer les parts de gâteau. Après le gâteau est venu le moment tant attendu, l'ouverture des cadeaux. Nous avions installé 3 chaises à l'avant de la salle et les adolescents ont pris place, tandis que les invités se rassemblaient autour. Ils ont commencé par ouvrir les cadeaux des amis et de la famille élargie, prenant chacun leur tour pour découvrir des livres, des cartes cadeaux, des vêtements et des bibelots. Zoé a reçu un magnifique carnet de croquis de sa meilleure amie, Lily, des fournitures d'art de plusieurs camarades et des livres de nos voisins. Elle remerciait chaque donateur avec une gratitude sincère, sa pile de cadeaux grandissant à côté d'elle. Quand la plupart des présents avaient été ouverts, Élise s'est soudain levée et a tout sauté. « J'ai quelque chose de spécial pour les enfants de l'anniversaire », a-t-elle annoncé bruyamment, attirant tous les regards.
Elle a disparu dans la pièce arrière et est revenue avec 2 boîtes emballées de manière identique, ornées de nœuds dorés élaborés. Les boîtes avaient la taille parfaite pour des téléphones et mon estomac s'est noué d'appréhension. « Pour mes chers petits-enfants en ce jour spécial », a proclamé Élise, remettant les paquets à Lucas et Ava avec emphase. Les jumeaux ont déchiré le papier avec empressement et des exclamations identiques leur ont échappé lorsqu'ils ont révélé des iPhone 16 Pro Max flambant neufs, le dernier modèle sorti quelques semaines plus tôt. Ce n'étaient pas des téléphones basiques, mais la version haut de gamme avec la plus grande capacité de stockage, coûtant facilement plus de 1 000 € chacun. « Mamie, c'est incroyable !» s'est exclamé Lucas, sautant pour enlacer Élise. « Merci tellement !» a crié Ava, l'enlaçant aussi. Élise rayonnait de plaisir face à leur réaction, acceptant leurs remerciements avec une fierté évidente. « Rien que le meilleur pour mes petits-enfants », a-t-elle dit, assez fort pour que tout le monde entende. La salle s'était tue, les gens réalisant l'extravagance des cadeaux. Tous les regards se sont tournés vers Zoé, qui restait immobile sur sa chaise, les mains croisées sur ses genoux. Son expression mêlait confusion et attente, espérant qu'Élise produise un 3e paquet. Après tout, il y avait 3 enfants célébrés. « Mamie !» a finalement dit Zoé, sa voix faible mais audible dans le silence. « Est-ce que tu as quelque chose pour moi aussi ?» Élise s'est tournée vers Zoé, et l'expression sur son visage m'a glacé le sang. Ce n'était ni un regard d'excuse ni de gêne, mais un mépris presque agacé d'être questionné. « C'est tout ce que j'ai », a-t-elle dit platement. « Je n'ai pris des cadeaux que pour mes vrais petits-enfants. » Le silence qui a suivi était absolu. 40 personnes ont retenu leur souffle, incrédules face à ce qu'elles venaient d'entendre. Le visage de Zoé s'est effondré de confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. Élise a haussé les épaules, un geste désinvolte et cruel. « Tu n'es pas vraiment de la famille, ma chère. Pas par le sang, en tout cas. » Il m'a fallu un instant pour assimiler ces mots. « Pas par le sang. » L'implication m'a frappé comme un coup physique. Élise faisait référence au fait que Zoé était adoptée, un fait que nous n'avions jamais caché, mais que nous n'avions jamais considéré comme rendant Zoé moins notre fille. Nous l'avions adoptée bébé après des années de difficultés à concevoir. Elle était notre enfant chéri dès l'instant où elle avait été placée dans nos bras. Qu'Élise utilise cela pour exclure Zoé était inconcevable. Des larmes ont perlé dans les yeux de Zoé et ont coulé sur ses joues. Elle s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière, le bruit résonnant dans le silence stupéfait. Puis, elle a couru hors de la salle, les épaules secouées de sanglots. Je l'ai suivie immédiatement, ne m'arrêtant que pour lancer à Élise un regard promettant que ce n'était pas fini. Je l'ai trouvée dans les toilettes des femmes, recroquevillée dans un coin, les genoux contre la poitrine. Son maquillage soigneusement appliqué était strié de larmes, sa joie d'avant complètement éteinte. « Oh, ma chérie !» ai-je dit, m'agenouillant à côté d'elle et la prenant dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi, son corps secoué de sanglots. « Pourquoi est-ce qu'elle me déteste, maman ?» a-t-elle étouffé entre 2 respirations. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Rien, ma puce. Tu n'as rien fait de mal, » l'ai-je rassuré, caressant ses cheveux. « C'est mamie qui a un problème, pas toi. Tu es notre fille à tous les égards qui comptent. » Après plusieurs minutes à la tenir pendant qu'elle pleurait, je l'ai aidée à nettoyer son visage et à recoiffer ses cheveux. « On peut partir maintenant si tu veux, » ai-je proposé, « ou on peut retourner là-dedans et montrer à mamie que ces mots ne peuvent pas te blesser. » C'était injuste de demander à une adolescente de 13 ans d'être si forte, mais je voulais lui donner le choix. Zoé a pris une grande inspiration tremblante. « Je veux rentrer à la maison, » a-t-elle murmuré, « mais je devrais d'abord dire au revoir à mes amis. » Quand nous sommes revenus dans la salle principale, l'atmosphère avait complètement changé. Julien était face à sa mère, le visage rouge de colère. Je l'avais rarement vu aussi furieux. « Comment as-tu pu lui dire ça ?» demandait-il. « Comment as-tu pu être si cruel envers une enfant, n'importe quel enfant, et encore plus ma fille ?» Élise se tenait les bras croisés, sans remords. « J'ai simplement dit la vérité, Julien.
La fille est adoptée. Elle n'est pas une parente de sang. Lucas et Ava sont mes véritables petits-enfants. Thierry et Héloïse se tenaient à proximité, visiblement mal à l'aise. Les jumeaux montraient leur nouveau téléphone à leurs amis, soit inconscients, soit ignorant volontairement le drame qui se déroulait. La plupart des autres invités ramassaient leurs affaires, pressés d'échapper à l'attention. La fête était bel et bien terminée. J'ai guidé Zoé autour de la salle, l'aidant à récupérer ses cadeaux et à dire des au revoir rapides à ses amis les plus proches. Lily, bénie soit-elle, a donné à Zoé une étreinte chaleureuse et lui a murmuré quelque chose qui lui a arraché un sourire larmoyant. D'autres amis ont exprimé leur soutien par des gestes ou des regards compatissants. Le trajet du retour était rempli d'un silence tendu. Élise était venue avec nous à la fête, mais Thierry a proposé de la ramener plus tard, voulant visiblement l'éloigner de la situation immédiate. Julien serrait le volant à s'en blanchir les jointures, jetant des regards dans le rétroviseur à Zoé qui fixait la fenêtre, épuisée émotionnellement. En arrivant dans notre allée, j'ai posé ma main sur le bras de Julien. « Il faut qu'on parle de ce qui va se passer ensuite », ai-je dit doucement. Il a hoché la tête, l'expression sombre. Nous savions tous les deux que tout avait changé et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Élise avait montré son vrai visage de la manière la plus cruelle et nous devions maintenant gérer les conséquences. Ce soir-là, Zoé s'est retirée dans sa chambre immédiatement après notre arrivée, fermant la porte à clé. Malgré mes coups doux et mes offres de plats réconfortants, elle est restée isolée, m'envoyant seulement un message disant qu'elle voulait être seule. J'ai respecté son besoin d'espace tout en restant à l'écoute des signes de détresse. Julien et moi nous sommes retirés dans notre chambre pour une discussion animée à propos de sa mère. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit quelque chose d'aussi cruel, ai-je dit, faisant les 100 pas, pendant que Julien était assis au bord du lit, la tête dans les mains. En fait, si, je peux le croire. Les signes étaient là depuis le début, mais ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle vieillit, a dit Julien faiblement. Peut-être qu'elle ne l'a pas dit comme elle le pensait. J'ai arrêté de marcher et les regardé, incrédule. Vraiment ? Je n'ai pris des cadeaux que pour mes vrais petits-enfants. Tu n'es pas vraiment de la famille. Comment pouvait-elle ne pas le penser comme ça, Julien ? Explique-moi. Il a soupiré profondément, les épaules affaissées. Je sais, c'est inexcusable. C'est juste... C'est ma mère, Amélie. Je ne l'avais jamais vue agir ainsi. Vraiment, jamais ? L'ai-je défié. Et Noël dernier, quand elle a offert des consoles de jeux coûteuses aux jumeaux et un carnet à 5 € à Zoé, ou quand elle a conduit 2 heures pour voir le tournoi de foot de Lucas, mais a prétendu être trop fatiguée pour aller à l'exposition de Zoé à 10 minutes d'ici, ou toutes les fois où elle a oublié les préférences alimentaires de Zoé, mais se souvenait des snacks préférés des jumeaux dans les moindres détails. Ça dure depuis des années, Julien. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, elle a dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Julien est resté silencieux un long moment, assimilant mes paroles. Je suppose que je ne voulais pas le voir, a-t-il finalement admis. C'était plus facile de faire des excuses que d'admettre que ma mère pouvait être si préjudiciste. Vers 23 heures, j'ai entendu des pleurs étouffés venant de la chambre de Zoé et j'ai frappé doucement à sa porte. « Ma chérie, je peux entrer ?» Après un moment, la serrure a cliqué et je l'ai trouvée recroquevillée sur son lit, serrant son lapin en peluche qu'elle avait depuis longtemps jugé trop enfantin, mais qu'elle n'avait jamais jeté. Je me suis assise à côté d'elle, caressant ses cheveux, attendant qu'elle parle. « Pourquoi mamie ne m'aime pas, maman ?» a-t-elle enfin demandé, la question me transperçant le cœur. « Est-ce parce que je ne suis pas vraiment à vous ?»« Écoute-moi, » ai-je dit fermement, relevant son menton pour croiser son regard. « Tu es vraiment à nous à tous les égards qui comptent. La biologie ne fait pas une famille. L'amour, oui. Mamie a tort, complètement tort. Son incapacité à voir cela dit tout sur elle et rien sur toi. » Zoé a hoché la tête, mais je voyais que mes mots, bien qu'appréciés,
ne pouvait pas guérir complètement la blessure infligée par Élise. Nous avons parlé jusqu'à ce qu'elle s'endorme, épuisée par cette journée émotionnelle. Je l'ai bordée et embrassée sur le front avant de quitter la pièce discrètement. Le lendemain matin, Élise agissait comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Elle est descendue pour le petit déjeuner, s'est plainte que le café était trop fort et a demandé ce qui était prévu pour la journée, comme si la fête de la veille avait été un succès total. Julien et moi avons échangé des regards par-dessus nos tasses, communiquant silencieusement qu'une confrontation était inévitable. « Maman », a commencé Julien, posant son café, « il faut qu'on parle de ce que tu as dit à Zoé hier. » Élise a balayé la remarque d'un geste. « Oh, elle est encore fâchée pour ça. Les enfants sont tellement sensibles de nos jours. À mon époque, on apprenait à être plus robuste. » « Tu as dit à ma fille qu'elle n'était pas de la famille, » a dit Julien, la voix basse mais intense. « Tu l'as délibérément exclue, tout en offrant des cadeaux coûteux à ses cousins. Comment devrait-elle être plus robuste face à ça ?» Élise a soupiré théâtralement. « Je suis désolé si des sentiments ont été blessés. Ce n'était pas mon intention. Mais les faits sont les faits, Julien. La fille est adoptée. Lucas et Ava sont mes parents de sang. Elle s'appelle Zoé. » ai-je interjeté, incapable de me contenir. « Pas la fille, Zoé. Et elle est notre fille depuis ces 3 jours. » Élise a pincé les lèvres mais n'a rien ajouté et la conversation s'est terminée dans une impasse quand Zoé est descendue, les yeux bouffis de pleurs. Élise l'a à peine regardée, s'occupant de son journal, tandis que Zoé mangeait silencieusement un petit bol de céréales. Plus tard ce jour-là, en faisant la lessive, j'ai trouvé un reçu dans la poche du pantalon d'Élise. C'était d'un magasin d'électronique, indiquant l'achat de 2 iPhone 16 Pro Max pour un total de plus de 2500 €. La date sur le reçu remontait à 2 semaines, confirmant que c'était une décision préméditée, pas un achat impulsif. Cette découverte m'a frappé comme un coup de poing. Élise avait planifié d'exclure Zoé, d'humilier publiquement mon enfant le jour de son anniversaire. Pire encore, cela montrait qu'Élise avait des économies substantielles, malgré ses prétentions de difficultés financières pour vivre avec nous. 2500 € pour des téléphones n'était pas une petite dépense pour quelqu'un censé lutter pour joindre les 2 bouts. Combien d'autres mensonges nous avait-elle racontés? Au cours des jours suivants, Zoé s'est retirée des activités familiales. Elle prenait ses repas dans sa chambre, invoquant des devoirs, et évitait le salon quand Élise était là. Elle a cessé de partager ses dessins et restait silencieuse pendant les rares dîners où elle nous rejoignait. L'enfant vibrante et créative qui remplissait notre maison d'histoires et de rires s'était repliée sur elle-même. Le mercredi, j'ai reçu un appel de la conseillère d'orientation de l'école de Zoé. « Madame Dubois, je voulais discuter de Zoé. » Elle est inhabituellement silencieuse en classe et son professeur de français a remarqué qu'elle ne rendait pas ses devoirs, ce qui ne lui ressemble pas. S'est-il passé quelque chose dont nous devrions être informés? Cet appel a confirmé ce que je savais déjà. Le mal causé par Élise allait au-delà des sentiments blessés. Cela affectait les résultats scolaires de Zoé, ses interactions sociales, son estime de soi. Ma colère, qui couvait sous la surface, a commencé à bouillir. Ce soir-là, j'ai confronté Élise directement à propos du reçu. « Tu as dépensé plus de 2000 € pour des téléphones pour les jumeaux, mais rien pour Zoé. Et tout ce temps, tu prétendais à peine pouvoir payer tes médicaments. » Le visage d'Élise s'est durci. « Mon argent est mon affaire, Amélie. Je peux le dépenser comme je veux, et je choisis de le dépenser pour mes véritables petits-enfants. Tout en vivant sans payer de loyer chez nous, ai-je souligné, en mangeant la nourriture qu'on achète, en utilisant l'électricité qu'on paie. Julien m'a invité à vivre ici, a-t-elle riposté. Si tu as un problème avec cet arrangement, tu devrais en parler à ton mari. Julien, qui s'était de plus en plus tu en prenant conscience de la vraie nature de sa mère, commençait à voir la situation plus clairement. Cette nuit-là, il a admis. Je pense que maman nous manipule. Elle utilise ses prétendus problèmes financiers pour gagner notre sympathie tout en gardant son argent pour ce qu'elle veut vraiment, comme gâter les jumeaux.
La tension dans notre foyer s'épaississait de jour en jour. Élise commençait à faire des commentaires pointus sur mon rôle de mère, ma cuisine, même mon apparence. Pas étonnant que Zoé soit si sensible avec toi qu'il la couvre constamment, a-t-elle dit pendant un dîner. Ou peut-être que si tu passais plus de temps à lui enseigner les bonnes manières au lieu d'encourager ses bêtises artistiques, elle s'intégrerait mieux dans la bonne société. La goutte d'eau est arrivée une semaine après la fête. Zoé nous avait rejoints à contre-cœur pour le dîner, jouant avec sa nourriture pendant qu'Élise dominait la conversation avec des nouvelles de la récente promotion de Thierry. Quand Zoé a poliment demandé à être excusée, Élise a ricané. « Tu t'enfuis encore? Tu es trop sensible, comme ta mère. Pas étonnant que tu aies du mal à être acceptée. » Les yeux de Zoé se sont remplis de larmes et elle a fui la table. Julien s'est levé immédiatement, jetant sa serviette. « Ça suffit, maman. Tu es allée trop loin. » Élise a semblé surprise par sa réaction. « Je faisais juste une observation. La fille doit développer une peau plus dure pour survivre dans ce monde. » Alors que Julien suivait Zoé à l'étage pour la réconforter, je suis resté à table, fixant ma belle-mère. Une clarté calme m'a envahi. Cette femme était toxique, empoisonnant notre maison, notre famille, et surtout l'estime de soi de ma fille. Quelque chose devait changer, et tout de suite. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé à côté de Julien, mon esprit passait en revue les options et les scénarios. Vers 3 heures du matin, je me suis levé et suis descendu à la cuisine, ouvrant mon ordinateur portable. J'ai passé des heures à rechercher l'abus émotionnel, les limites familiales et l'impact des relations toxiques sur le développement des enfants. Tout ce que je lisais confirmait ce que mon cœur savait déjà. Permettre à Élise de continuer à saper le sentiment d'appartenance de Zoé causerait des dommages à long terme à son bien-être émotionnel. Quand Julien est descendu à 6h30, il m'a trouvé à la table de la cuisine, plusieurs onglets ouverts et des notes griffonnées sur un bloc-notes. « Tu as veillé toute la nuit » a-t-il observé, inquiet. « Julien, il faut parler de ta mère » ai-je dit directement. « Cette situation n'est pas viable, l'impact sur Zoé est trop grave. » Il a hoché la tête lentement, se servant un café avant de me rejoindre. « Je sais. J'y ai pensé aussi. Ce qu'elle a dit à la fête et encore hier soir, c'est inexcusable. C'est plus que ça, ai-je souligné. C'est un schéma de comportement qui s'aggrave depuis des années. L'incident de la fête n'était que l'exemple le plus public et flagrant. Si nous n'agissons pas maintenant, Zoé internalisera le message qu'elle est moins digne d'amour parce qu'elle est adoptée. » Julien a fermé les yeux brièvement, la douleur traversant son visage. « Que suggères-tu ? » « Ta mère doit quitter notre maison, » ai-je dit fermement. « Je sais que c'est ta mère et que c'est difficile, mais notre responsabilité première est envers notre fille. » À mon soulagement, Julien n'a pas discuté. « Tu as raison, » a-t-il admis. « J'étais déchiré entre la loyauté envers ma mère et la protection de Zoé. Mais en voyant combien ça fait mal à notre fille, il n'y a vraiment pas de choix. Zoé doit passer en premier. » Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan. Julien irait travailler comme d'habitude pour ne pas alerter Élise de la confrontation à venir. J'appellerai mon client freelance pour dire que j'étais malade, invoquant une urgence familiale. Après le départ de Zoé pour l'école, j'aurai la conversation nécessaire avec Élise. Avant de mettre notre plan en œuvre, j'ai appelé ma propre mère pour des conseils et du soutien. Maman avait toujours été une voix de raison dans les situations difficiles, et ce jour-là ne faisait pas exception. « Tu fais ce qu'il faut, Amélie », m'a-t-elle assuré. Aucun enfant ne devrait se sentir indésirable chez lui, surtout pas par une grand-mère qui devrait être une source d'amour inconditionnel. Sois ferme, mais calme. Il s'agit du bien-être de Zoé, pas de punir Élise, même si, Dieu sait, elle le mérite. Après avoir raccroché, j'ai attendu qu'Élise parte pour ses courses hebdomadaires. Cette pause temporaire m'a permis de rassembler mes pensées et de me préparer mentalement pour la confrontation. J'ai réfléchi à mes propres expériences d'enfance avec ma grand-mère maternelle, une femme critique qui m'avait toujours fait sentir inadéquate. J'avais juré de ne jamais laisser Zoé vivre ce genre de manipulation émotionnelle, et pourtant, nous y étions,
avec l'histoire qui se répétait dans notre propre maison. À 11 heures, Élise est revenue avec plusieurs sacs de courses. Je l'ai aidée à ranger, discutant de manière décontractée du temps et des nouvelles locales. Une fois tout rangé, j'ai suggéré que nous nous asseyions avec un café. « Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler », ai-je dit, gardant un ton neutre. Élise m'a suivi à la table de la cuisine, une expression de légère curiosité sur le visage. J'ai posé une tasse de café devant elle, préparée exactement comme elle l'aimait, avec un sucre et un filet de crème. Je me suis assise en face d'elle, les mains autour de ma propre tasse pour les empêcher de trembler. « Élise », ai-je commencé calmement, « je veux parler de ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire et des commentaires que tu fais à Zoé. » Elle a levé les yeux au ciel, légèrement. « On en est encore là ? Je pensais qu'on était passé à autre chose. » « Non, nous ne sommes pas passés à autre chose, » ai-je dit fermement. « Ce que tu as dit a profondément blessé Zoé. Lui dire qu'elle n'est pas de la famille parce qu'elle est adoptée était cruel et faux. J'ai simplement énoncé un fait, » a répondu Élise, sirotant son café. « La fille n'est pas biologiquement liée à moi. Lucas et Ava, si. C'est une simple question de génétique. Zoé est notre fille à tous les égards qui comptent, ai-je contré. La famille, c'est l'amour et l'engagement, pas juste l'ADN. Et même si tu avais cette vision dépassée en privé, l'annoncer publiquement à son anniversaire, tout en offrant des cadeaux coûteux à ses cousins, était délibérément blessant. » L'expression d'Élise s'est durcie. Les enfants d'aujourd'hui sont trop choyés. À mon époque, on apprenait à accepter la réalité sans tout ce soutien émotionnel. « Il ne s'agit pas de choyer, » ai-je dit, la voix toujours contrôlée malgré ma colère croissante. « Il s'agit de respect et de gentillesse de base que tu n'as pas montré à Zoé. Peut-être que si tu l'avais élevée différemment, elle ne serait pas si sensible, » a rétorqué Élise. Quoique, vu son origine inconnue, certaines tendances sont à prévoir. J'ai pris une profonde inspiration, comptant jusqu'à 5 en silence avant de répondre. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, exactement ?» Élise s'est penchée en avant, visiblement ravie d'avoir provoqué une réaction. « Soyons honnêtes, Amélie. Je n'ai jamais pensé que Julien aurait dû t'épouser pour commencer. Tu viens d'un milieu social complètement différent du nôtre. Et ensuite, adopter un enfant d'origine inconnue au lieu de continuer à essayer d'avoir un enfant biologique, eh bien, ce n'était pas ce que j'aurais conseillé. » Le masque était enfin complètement tombé. Je l'ai regardé, momentanément sans voix face aux préjugés flagrants de ces mots. Origine inconnue. L'adoption de Zoé était entièrement documentée et légale. Nous connaissions l'historique médical et le contexte de sa mère biologique. Ses autres enfants ont un pédigré convenable, a continué Élise, s'échauffant sur son sujet. Du bon sang des deux côtés. Thierry a épousé quelqu'un de son rang et leurs enfants reflètent ce bon jugement. Tout s'éclairait soudain. Tous les pics subtils, les oublis accidentels, les louanges excessives pour les jumeaux contrastées avec les critiques envers Zoé prenaient sens. Ce n'était pas juste à propos de l'adoption, mais de la perception d'Élise des classes sociales et des connexions familiales appropriées. Ta petite fille est une personne gentille, créative, intelligente, ai-je dit, la voix maintenant froide de colère contenue. Le fait que tu ne vois pas sa valeur parce que tu es obsédé par une notion dépassée de pédigré en dit long sur ton caractère et rien sur le sien. La bouche d'Élise s'est pincée en une ligne fine. Je vois que Julien n'a pas su t'apprendre le respect dû aux aînés. Mais vu ton milieu, c'est peut-être à prévoir. Mon milieu, ai-je répété. Tu veux dire mon père pompier et ma mère infirmière? Les gens qui m'ont appris que le caractère compte plus que le statut social, qui m'ont élevé à juger les gens par leurs actions, pas par leur pédigré? Précisément, a reniflé Élise. Tout à fait respectable, j'en suis sûr, mais pas le genre de famille avec laquelle Julien a été élevé pour s'associer. Et maintenant, tu élèves Zoé avec les mêmes valeurs communes. J'ai pris un moment pour me ressaisir, reconnaissant qu'Élise essayait de provoquer une explosion émotionnelle pour discréditer mes préoccupations. « Élise, ai-je dit finalement, je vais te demander directement,
Vas-tu t'excuser auprès de Zoé pour ce que tu as dit à la fête et t'engager à la traiter avec le même respect et la même affection que tu montres à Lucas et Ava? La réponse d'Élise fut immédiate et sans remords. Je n'ai rien à m'excuser. La vérité peut être inconfortable, mais cela ne la rend pas moins vraie. La fille n'est pas ma parente de sang, et je ne suis pas obligé de prétendre le contraire. J'ai hoché la tête lentement, ayant reçu la réponse que j'attendais, mais espérais éviter. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant pour la suite. Dans ce cas, je te demande de faire tes valises et de quitter notre maison. Tu as 24 heures. Les yeux d'Élise se sont écarquillés de choc sincère. Pardon? Tu as 24 heures pour rassembler tes affaires et trouver un autre logement, ai-je répété, la voix calme mais ferme. Ce n'est pas négociable. C'est aussi la maison de Julien, a-t-elle bafouillé. Tu ne peux pas prendre cette décision seule. Julien et moi en avons déjà discuté, l'ai-je informé. Il est d'accord que ta présence est nuisible à Zoé et que tu dois partir. C'est absurde. Où suis-je censé aller en si peu de temps? Tu as des options, ai-je dit. Thierry a une chambre d'amis, où tu pourrais utiliser une partie de l'argent dépensé pour les iPhones pour un hôtel en attendant de trouver un appartement. C'est ton choix, mais dans tous les cas, tu ne vivras plus ici après demain matin. Le visage d'Élise s'est empourpré de colère. Tu ne peux pas me jeter dehors. Je suis une femme âgée. Tu es une femme de 67 ans en excellente santé, l'ai-je corrigé, qui a profité de notre hospitalité tout en cachant de l'argent et en maltraitant émotionnellement notre fille. Et oui, je peux absolument te demander de quitter ma maison dans ces circonstances. Élise s'est levée brusquement. Julien va entendre parler de ça, a-t-elle menacé, saisissant son téléphone. Oui, il le saura, ai-je acquiescé calmement. En fait, il attend ton appel. Élise a immédiatement appelé Julien à l'école, sa voix résonnant dans la cuisine tandis qu'elle donnait sa version des faits. Ta femme a perdu la tête menaçant de me jeter à la rue, après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Je suis resté calme, sirotant mon café, me préparant mentalement pour la prochaine phase de la confrontation. 20 minutes plus tard, Julien est entré par la porte d'entrée, ayant quitté l'école plus tôt pour gérer la situation. Élise s'est précipitée vers lui, le soulagement évident sur son visage. « Dieu merci, tu es là », a-t-elle dit. Amélie fait des demandes et des menaces ridicules. Elle semble penser qu'elle peut m'expulser de ta maison avec seulement 24 heures de préavis. Julien a regardé de sa mère à moi, l'expression sérieuse. « Asseyons-nous tous et parlons de ça », a-t-il suggéré, nous conduisant au salon. Une fois assis, il s'est tourné vers Élise. « Maman, Amélie m'a raconté votre conversation. Est-il vrai que tu as dit que Zoé n'est pas vraiment de la famille parce qu'elle est adoptée ? » J'ai simplement énoncé l'évidence, a défendu Élise. La fille n'est pas ma petite fille biologique. On ne peut pas attendre de moi que je ressente le même lien avec elle qu'avec Lucas et Ava. Et as-tu aussi dit qu'Amélie vient du mauvais milieu social et que Zoé a des origines inconnues et manque de pédigré ? A continué Julien, la voix durcissant. Élise a hésité, réalisant peut-être à quel point ces mots sonnaient de mal lorsqu'ils étaient répétés. J'ai peut-être exprimé des inquiétudes sur le maintien de certains standards familiaux, a-t-elle éludé. Chaque grand-mère veut le meilleur pour sa lignée. Julien a secoué la tête lentement. Le meilleur pour notre famille serait d'avoir une grand-mère qui aime tous ses petits-enfants de manière égale et qui ne classe pas leurs valeurs selon la biologie ou le statut social perçu. Les yeux d'Élise se sont remplis de larmes stratégiques. « Vous prenez tout hors contexte », a-t-elle geint. « Je suis une vieille femme qui parle parfois trop directement. Vous ne jetteriez pas votre propre mère dehors pour un malentendu. » « Ce n'est pas un malentendu », a dit Julien fermement. « C'est un schéma de comportement qui blesse Zoé depuis des années. En tant que père, c'est mon devoir de la protéger, même si cela signifie prendre des décisions difficiles concernant les relations familiales. » Voyant que sa manipulation ne fonctionnait pas sur Julien, Élise a changé de tactique et a appelé Thierry, se présentant comme la victime d'une belle-fille déraisonnable. En 1 heure, Thierry et Héloïse sont arrivés pour tenter de médier, et notre salon est devenu le théâtre d'un sommet familial tendu.
Laissez-moi comprendre, a dit Thierry après avoir entendu les deux versions. Vous mettez maman dehors parce qu'elle a acheté des téléphones pour mes enfants, mais pas pour Zoé. Non, ai-je clarifié. Nous demandons à Élise de partir parce qu'elle a publiquement humilié Zoé en annonçant qu'elle n'est pas vraiment de la famille à cause de son adoption et qu'elle continue à faire des commentaires blessants qui sapent son sentiment d'appartenance et sa valeur. Thierry a semblé mal à l'aise, jetant un regard à sa mère. « Maman, tu as vraiment dit ça ?» J'ai peut-être mal exprimé mes pensées, a admis Élise, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Mais je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. Vous savez combien j'aime tous mes petits-enfants. En fait, c'est le problème, a interjeté Julien. Tu n'aimes pas tous tes petits-enfants. Tu favorises constamment Lucas et Ava, tout en traitant Zoé comme une pensée après coup, au mieux, ou une intruse, au pire. Héloïse, qui était restée silencieuse jusque-là, a soudain parlé. « Élise, je l'ai remarqué aussi, a-t-elle dit doucement. La façon dont tu parles des enfants est très différente. Tu loues tout ce que font Lucas et Ava, mais tu reconnais rarement les réussites de Zoé. » Thierry a semblé surpris par l'intervention de sa femme, mais Élise était indignée. « Alors maintenant, tout le monde se ligue contre moi, après tout ce que j'ai fait pour cette famille ? » « Qu'as-tu fait exactement, maman ?» a demandé Julien. « Tu as vécu sans payer de loyer chez nous pendant 2 ans, contribué au minimum aux dépenses du ménage, en invoquant des difficultés financières, tout en ayant apparemment assez d'économies pour dépenser des milliers sur des cadeaux pour les jumeaux. » La conversation a tourné en rond, Élise alternant entre justification défensive et appel larmoyant à la loyauté familiale. Thierry a d'abord essayé de défendre sa mère, mais a progressivement compris la gravité de la situation à mesure que les détails émergeaient. « Je n'étais pas au courant de tout ça », a-t-il admis. « Ce que maman dit quand nous ne sommes pas là, ce n'est pas acceptable. » Après près de 2 heures de discussion, Thierry a proposé un compromis. « Maman peut rester chez nous temporairement pendant qu'elle cherche un logement », a-t-il suggéré. « Notre chambre d'amis est disponible et ça donnerait à tout le monde un peu d'espace pour se calmer. » Élise s'est accrochée à cette option immédiatement. « Oui, ce serait mieux. Je peux rester chez Thierry et Héloïse jusqu'à ce que ça se tasse et qu'Amélie revienne à la raison. » « Il ne s'agit pas de revenir à la raison, ai-je déclaré fermement. C'est une limite permanente. Élise est la bienvenue pour visiter à l'avenir si elle démontre un changement sincère et présente des excuses sincères à Zoé, mais elle ne vivra plus avec nous. » Élise a ricané. « Très bien. Je m'excuserai s'il le faut pour rester. »« Non, » a dit Julien, surprenant tout le monde par sa fermeté. « Une excuse forcée sous la contrainte n'a aucun sens. Il ne s'agit pas de dire les bons mots pour obtenir ce que tu veux. Il s'agit de reconnaître sincèrement que ton comportement a été nuisible et de faire de vrais changements. » En fin d'après-midi, des arrangements pratiques étaient discutés. Thierry aiderait Élise à faire ses bagages et à déménager ses affaires le lendemain. Élise resterait chez Thierry et Héloïse pendant qu'elle chercherait un logement indépendant. Julien a clairement indiqué que notre soutien financier serait minime à l'avenir, vu la capacité apparente d'Élise à faire des achats importants seule. Alors que Thierry, Héloïse et Élise se préparaient à partir, Zoé est rentrée de l'école, s'arrêtant net dans l'entrée, en voyant le rassemblement familial. La confusion a traversé son visage, suivie de lassitude, lorsqu'elle a remarqué les joues tachées de larmes d'Élise. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, nous regardant, Julien et moi, pour une explication. Je lui ai fait signe de nous rejoindre dans le salon, et Julien et moi lui avons expliqué la situation en privé, pendant que Thierry occupait Élise et Héloïse dans la cuisine. « Mamie va déménager », lui a dit Julien doucement. « Elle va rester chez oncle Thierry et tante Héloïse pendant un temps. »« À cause de ce qui s'est passé à la fête ?» a demandé Zoé, la voix faible. « À cause de moi ?»« Non, ma chérie, » ai-je dit fermement. « Pas à cause de toi, à cause des choix et du comportement de mamie. Les adultes sont responsables de leurs propres actions et des conséquences qui suivent. » Zoé a assimilé l'information en silence, des émotions jouant sur son visage. « Elle est fâchée contre moi ? » Mamie est contrariée par la situation, a expliqué Julien prudemment. « Mais rien de tout ça n'est de ta faute. »
Nous voulons que notre maison soit un endroit où tout le monde se sente aimé et respecté. Et malheureusement, mamie ne t'a pas traité avec le respect que tu mérites. » Plus tard, ce soir-là, alors qu'Élise faisait un spectacle en emballant ses affaires essentielles pour sa nuit chez Thierry, faisant autant de bruit que possible et soupirant théâtralement, j'ai décidé d'emmener Zoé dehors un moment. « Allons acheter ces fournitures d'art que tu voulais », ai-je suggéré, voulant la protéger du spectacle de victimisation d'Élise. À la boutique d'art, je l'ai laissé choisir ce qu'elle voulait, des crayons de couleur professionnelle au papier à dessin de haute qualité. Ensuite, dans un salon de glace, j'ai saisi l'occasion pour renforcer certaines vérités importantes. « Tu sais que la famille, ce n'est pas une question de sang, n'est-ce pas ?» ai-je dit, la regardant organiser méthodiquement ses garnitures de glace. « C'est une question d'amour, d'engagement et d'être là les uns pour les autres chaque jour. » Zoé a hoché la tête lentement. « Je sais. Ça fait juste mal que mamie ne voit pas les choses comme ça. Certaines personnes, surtout des générations plus âgées, ont des idées très rigides sur ce qui fait une famille, ai-je expliqué. Mais ces idées sont dépassées et franchement fausses. Tu es notre fille à tous les égards qui comptent, et rien de ce que quiconque dit ne peut changer ça. » Zoé est restée silencieuse un moment, remuant sa glace pensivement. « Tu penses que mamie changera un jour d'avis à mon sujet ?» J'ai réfléchi à ma réponse, voulant être honnête sans écraser complètement son espoir. « Je ne sais pas, ma chérie. Les gens peuvent changer s'ils le veulent, mais ils doivent d'abord reconnaître qu'il y a un problème. Ce que je sais, c'est que nous n'allons pas laisser qui que ce soit te faire sentir moins valorisé ou moins aimé, même si c'est quelqu'un de la famille. » En rentrant à la maison, Zoé semblait plus légère, comme si un poids avait été enlevé. Le processus de guérison ne faisait que commencer, mais ce premier pas, retirer la source de douleur continue de notre vie quotidienne, semblait déjà avoir un effet positif. Le lendemain matin, la tension était palpable alors qu'Élise se préparait pour son départ définitif. Thierry est arrivé à 9h pour aider avec ses dernières affaires, apportant son SUV pour transporter ses nombreuses boîtes et valises. Julien avait pris sa journée pour superviser le processus et soutenir Zoé, qui restait réservée mais semblait plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Le petit déjeuner fut guindé, Élise picorant sa nourriture et faisant des commentaires pointus sur être chassée et abandonnée à son âge. Julien est resté ferme mais respectueux, refusant de s'engager dans ses tentatives de provoquer la culpabilité. Zoé a mangé rapidement et s'est excusée pour se préparer pour l'école, évitant clairement un au revoir difficile. Avant de partir, Zoé s'est approchée hésitante de sa grand-mère dans le couloir. Malgré tout, elle essayait d'être la plus grande personne, un geste qui m'a rempli de fierté. « Au revoir, mamie », a-t-elle dit doucement. « J'espère que tu seras bien chez oncle Thierry. » La réponse d'Élise fut froide, ses lèvres pincées en une ligne fine. « Au revoir, Zoé », a-t-elle dit, sans terme affectueux, sans étreinte, sans signe de remords. Même en ce dernier moment, elle ne pouvait se résoudre à montrer de la chaleur à l'enfant qu'elle avait si profondément blessé. Les épaules de Zoé se sont légèrement affaissées, mais elle a relevé le menton et est sortie pour prendre son bus, la dignité intacte. Julien a eu une dernière conversation avec sa mère dans l'intimité de la chambre d'amis qui avait été son foyer pendant 2 ans. Je n'ai pas entendu leur échange, mais quand il est sorti, ses yeux étaient rougis, mais sa posture résolue. « Elle ne comprend toujours pas vraiment », m'a-t-il dit doucement. « Elle se voit comme la victime dans tout ça. Mais j'ai été clair, notre priorité est Zoé, et toute relation future dépend de sa capacité à respecter notre fille. » À 11h, Thierry a fermé le coffre de son SUV sur les dernières affaires d'Élise. Il y a eu des poignées de main gênées, des embrassades raides, des promesses de parler bientôt que tout le monde savait difficiles à tenir, du moins dans l'immédiat. Puis Élise était dans le siège passager, le visage marqué d'une expression de souffrance martyre, et Thierry s'éloignait, la voiture disparaissant au coin de notre rue. Julien, debout à côté de moi sur le perron, a laissé échapper un long soupir. « Je n'avais jamais imaginé que ça en arriverait là, a-t-il admis, devoir choisir entre ma mère et ma fille. » J'ai serré sa main.
Tu n'as pas choisi entre elles. Ta mère a forcé ce choix par ses propres actions. Tu as simplement protégé Zoé, ce qu'un bon père doit faire. En rentrant, la maison semblait immédiatement différente. C'était comme si un poids invisible s'était levé, une tension dissipée maintenant que sa source était partie. J'ai réalisé combien d'énergie nous avions tous dépensé à naviguer autour des humeurs et des préjugés d'Élise, à quel point nous étions devenus prudents dans notre propre maison pour éviter son désaccord. Ce soir-là, nous avons eu notre premier dîner à 3 en 2 ans. Personne n'a commenté la chaise vide, mais la conversation était plus fluide. Le rire est revenu à notre table, et Zoé a partagé des détails sur sa journée sans y être invitée. Un petit changement, mais significatif. Après le dîner, Julien s'est assis avec Zoé sur le canapé, son bras autour de ses épaules. « Je te dois des excuses », a-t-il dit sérieusement. « J'aurais dû voir ce qui se passait plus tôt. J'aurais dû mieux te protéger. » Zoé s'est appuyée contre lui. « C'est ok, papa. Mamie est ta mère. C'est compliqué. » « Que ce soit compliqué n'excuse pas de blesser quelqu'un qu'on aime, a répondu Julien. « Je veux que tu saches que tu es la personne la plus importante au monde pour ta mère et moi. Nous t'avons choisi, nous t'avons voulu, et rien, absolument rien, ne te rend moins notre fille que si tu avais grandi dans le ventre de ta mère. » Ce week-end-là, nous avons fait quelque chose de spécial ensemble, en famille. Nous sommes allés à la côte, à Saint-Malo, passant la journée à construire des châteaux de sable et à ramasser des coquillages, et dînant dans un petit restaurant de fruits de mer avec vue sur l'océan. Ce n'était pas extravagant, mais c'était un investissement délibéré pour renouer et reconstruire le sentiment de sécurité et d'appartenance qui avait été endommagé. Au cours des semaines suivantes, nous avons appris qu'Élise s'était installée dans la chambre d'amis de Thierry et Héloïse, une situation qui causait déjà quelques tensions. Thierry appelait Julien de temps en temps, parfois pour se plaindre du comportement difficile de leur mère, parfois pour signaler de petites améliorations dans son attitude. Héloïse avait apparemment eu plusieurs conversations franches avec Élise sur son traitement de Zoé, qu'Élise recevait avec divers degrés de défensive. De notre côté, nous maintenions un contact limité avec des limites claires. Julien parlait à sa mère au téléphone 1 fois par semaine, gardant les conversations brèves et évitant les sujets litigieux. Zoé n'était pas obligée de participer à ces appels, bien que la porte restait ouverte si elle le souhaitait. Je ne parlais à Élise que lorsque c'était absolument nécessaire, maintenant des relations civiles mais distantes. Nous avons commencé des séances de thérapie familiale pour aider à traiter l'expérience, particulièrement pour Zoé. Notre thérapeute, Dr Martinez, nous a aidés à comprendre les dynamiques qui avaient permis à la situation de se développer et nous a fourni des outils pour guérir. Ce qui s'est passé est une forme d'abus émotionnel, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Il est important de le nommer comme tel, non pour diaboliser Élise, mais pour valider l'expérience de Zoé et s'assurer qu'elle est traitée correctement. La récupération de Zoé a été graduelle mais constante. La conseillère d'orientation de l'école a signalé une amélioration dans son engagement en classe et avec ses camarades. Elle a recommencé à partager ses œuvres d'art, sa créativité s'exprimant plus librement, maintenant qu'elle n'était plus constamment sur ses gardes face à la critique ou au rejet. De petits signes de sa confiance retrouvée apparaissaient: parler plus à table, inviter des amis à la maison, suggérer des activités familiales. Environ 1 mois après le départ d'Élise, nous avons repeint la chambre de Zoé, passant du jaune pâle de son enfance à un turquoise frais qui reflétait son esthétique adolescente émergente. C'était un nouveau départ symbolique, une réappropriation de l'espace, à la fois physique et émotionnel. 6 mois plus tard, la professeure d'art de Zoé a sélectionné une de ses peintures pour l'exposition étudiante à l'échelle du district. L'œuvre, une aquarelle saisissante représentant une jeune fille à un carrefour avec des chemins s'étendant vers différents horizons, montrait une habileté technique et une profondeur émotionnelle remarquables pour une enfant de 13 ans. La déclaration de l'artiste qui l'accompagnait disait « Parfois, nous devons choisir quel chemin prendre dans la vie. Les choix les plus difficiles mènent souvent aux destinations les plus belles. »
Élise n'a pas assisté à l'exposition, mais Thierry, Héloïse et les jumeaux étaient là, faisant un effort pour soutenir Zoé d'une manière qu'ils n'avaient pas faite auparavant. Peut-être que voir le comportement de leur grand-mère sous un nouveau jour avait changé quelque chose dans leur compréhension. Les jumeaux étaient étonnamment engagés, posant des questions à Zoé sur ses techniques et ses inspirations. Des petits pas vers une relation différente entre cousins, non définie par l'influence d'Élise. En regardant Zoé expliquer son œuvre avec confiance aux visiteurs, son visage animé par la passion pour sa création, j'ai réfléchi au voyage difficile que nous avions traversé. La douleur avait été réelle, les confrontations inconfortables, les liens familiaux tendus. Mais en protégeant Zoé, en restant ferme face à l'érosion subtile et moins subtile de sa valeur, nous avions créé un espace pour qu'elle s'épanouisse. « Je connais ma valeur maintenant », m'a dit Zoé un soir alors que nous regardions son carnet de croquis ensemble. « Je sais que la famille, c'est ceux qui t'aiment, pas ceux dont tu partages l'ADN. » La sagesse dans sa jeune voix m'a fait monter les larmes aux yeux. À travers toute cette douleur, elle avait émergé avec un sens plus fort d'elle-même et une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment dans les relations. Le rejet d'Élise, aussi douloureux soit-il, avait finalement conduit à de puissantes leçons sur la défense de soi-même et la reconnaissance des comportements toxiques, même venant de la famille. Notre histoire n'a pas une fin de conte de fées nette. Élise n'a pas eu un changement de cœur dramatique ni reconnu soudainement ses erreurs. Les réunions familiales restent compliquées, les relations sont encore en reconstruction et redéfinition. Mais notre maison est redevenue un sanctuaire, un lieu d'acceptation et d'amour, où Zoé peut grandir en elle-même sans chercher constamment l'approbation de quelqu'un incapable de la donner librement. Ce voyage nous a tous appris que protéger nos enfants signifie parfois faire des choix douloureux, établir des limites difficiles et affronter la désapprobation des autres. Il nous a appris que la famille est définie par l'amour et l'engagement, pas par la biologie ou les attentes sociales. Et surtout, il a appris à Zoé qu'elle est digne de respect et d'appartenance, exactement telle qu'elle est. Avez-vous déjà dû tenir tête à un membre de la famille pour protéger quelqu'un que vous aimez? J'aimerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, merci de liker et de vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la navigation des dynamiques familiales complexes et sur le courage de défendre ce qui est juste. Merci de m'avoir écouté. Et rappelez-vous, parfois, la famille que nous choisissons est plus importante que celle dans laquelle nous sommes nés.